8 février 1986. Jean-Claude Duvalier a commencé son exil ici ce soir, en arrivant à bord d'un avion militaire américain avec des aides et des proches, après un vol de 15 heures. Mais la destination finale de Duvalier restait floue. Plusieurs pays, dont le Maroc et le Gabon, ont démenti les informations selon lesquelles ils offriraient un logement à Duvalier. À Paris, un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que M. Duvalier et son parti ne seraient pas autorisés à rester en France plus de 8 jours environ. Plus tôt, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement français en liaison avec les États-Unis avait décidé d'accepter temporairement Duvalier pour faciliter la transition vers la démocratie en Haïti, comme le souhaite le peuple haïtien, et éviter de graves troubles. Il y avait une forte sécurité ce soir à l'aéroport de Grenoble, lorsque le groupe Duvalier a atterri. Le groupe est arrivé en bus tard ce soir à l'hôtel de l'Abbaye, dans la station balnéaire de Talloires, à environ 60 miles au nord de Grenoble. L'hôtel de luxe, un ancien monastère, est normalement fermé à cette période de l'année. Georges Fillou, le ministre français des Communications, a déclaré ce soir à l'aéroport de Grenoble qu'un régime démocratique a été installé en Haïti. Duvalier est uniquement en transit sur le territoire français. L'agence France Presse cite des sources policières, selon lesquelles plusieurs armes légères ont été retirées des bagages du groupe Duvalier. À Talloires, la police anti-émeute française prend position autour de l'hôtel de l'Abbaye, au bord d'un lac. Les 50 chambres de l'hôtel auraient été réservées au groupe Duvalier par le ministère français des Affaires étrangères. 9 février 1986. Jean-Claude Duvalier se disait président à vie, mais 15 ans se sont avérés suffisants. Après des semaines de violence de rue et une réprimande de Washington, sous la forme d'une suspension partielle de l'aide, le dirigeant haïtien de 34 ans s'est glissé à bord d'un avion de l'armée de l'air américaine, sous le couvert de l'obscurité la semaine dernière, et s'est envolé pour la France. Ainsi s'achève 28 ans de dictature familiale sous François Duvalier, président de 1957 jusqu'à sa mort en 1971, et Jean-Claude, son fils. Le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Henri Namphy, a pris la tête d'un conseil de 6 hommes, qui comprenait également 3 colonels et 2 civils. Le ministre des Travaux publics et le président de la Commission haïtienne des droits de l'homme. Le général Namphy a appelé au calme et à la sérénité, et a déclaré que l'armée n'avait aucune ambition politique, maintenant ou jamais. Les responsables américains ont déclaré qu'ils connaissaient déjà les membres du Conseil et prévoyaient d'aider. Nous espérons pouvoir travailler avec ce gouvernement pour accomplir certaines des choses dont Haïti a tant besoin. Le développement économique, dans le contexte du respect des droits de l'homme, a déclaré Jeffrey Light, porte-parole de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Alors que les Duvalier et leurs coteries dépensaient sans compter pour faire du shopping à New York, Miami et Paris, bon nombre des 6 millions d'habitants d'Haïti avaient faim. Avec un revenu annuel par habitant inférieur à $400, Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère. Des milliers d'Haïtiens se sont pressés dans les rues pour célébrer le départ de Duvalier. Il s'est envolé. Certains ont crié « Vive l'armée !». Ils ont retiré les affiches du gouvernement au sujet du référendum de l'été dernier, dans lequel le gouvernement de Duvalier a réclamé 99% d'approbation, et certains ont attaqué une salle d'exposition automobile appartenant au beau-père du président. À Miami, où vivent des dizaines de milliers d'Haïtiens, on dansait dans les rues. Beaucoup ont dit qu'ils allaient maintenant rentrer chez eux. Des membres des Tontons Macoutes, la milice redoutée du gouvernement Duvalier, se sont précipités hors de vue. Mais 10 d'entre eux auraient été capturés et tués. Pendant des décennies, la milice a utilisé des tactiques terroristes, tuant parfois des personnes apparemment au hasard, pour réprimer la dissidence. 50 personnes auraient été tuées à Port-au-Prince, lors des manifestations des 2 dernières semaines. Le dernier lieu d'exil de M. Duvalier était incertain. La France lui a fourni un refuge et 22 membres de sa famille, agents de sécurité et autres, dans un hôtel de villégiature près de Grenoble, mais pour seulement une semaine. Les responsables locaux ont clairement indiqué qu'ils n'appréciaient pas sa présence. Des diplomates ont déclaré que la famille possédait plusieurs maisons en France et à Monaco, et avait plus de 200 millions de dollars cachés dans des banques étrangères.
Mais les efforts pour trouver un pays qui accorderait l'asile ont été repoussés par des responsables de la Suisse, de l'Espagne, de la Grèce, du Maroc et du Gabon, entre autres. 18 février 1986. La France a continué aujourd'hui à faire pression sur les États-Unis pour qu'ils lui retirent Jean-Claude Duvalier, l'ancien président d'Haïti. Un assistant présidentiel français, Guy Pen, a déclaré dans une interview à la radio que les États-Unis doivent trouver un foyer pour Duvalier si aucun autre pays ne lui accorde l'asile politique. C'est uniquement parce que nous avons pensé au peuple haïtien que Duvalier est ici, a déclaré M. Pen. Son sort nous intéresse peu. Lorsque Duvalier a fui Haïti, les Français ont déclaré qu'ils lui accorderaient l'asile temporaire pendant 8 jours, une période qui s'est terminée samedi. 2 mars 1986. Jean-Claude Duvalier faisait encore sentir son absence en Haïti, la semaine dernière. À tel point, en fait, que le gouvernement intérimaire a déclaré qu'il demanderait son extradition de France, ainsi que le retour du colonel Albert Pierre, le chef de longue date de sa célèbre police secrète, qui s'est enfui au Brésil. L'annonce était surprenante, puisque le nouveau gouvernement avait autorisé les 2 hommes à partir. Au-delà de cela, Haïti et la France n'ont pas de traité obligeant le retour de M. Duvalier. Bien qu'un responsable français ait déclaré que ce serait une possibilité. Quant à l'ancien président, il s'est plaint dans un procès d'être retenu prisonnier dans son hôtel chic de la station balnéaire de Talloires. Le propriétaire de l'hôtel est également allé en justice pour se débarrasser de son invité, qui paie les 45 chambres. La France a rejeté la demande d'asile permanent du dictateur déchu, mais ne trouve pas de pays qui l'accueille. Pendant ce temps, les manifestants haïtiens ont continué l'opération Raché-Manioc, le système de justice de rue, appliqué contre les membres des forces de sécurité de M. Duvalier. Les tontons Macoute, autrefois redoutés, lynchant 2 d'entre eux, qui avaient été accusés d'avoir empoisonné l'approvisionnement en eau, à Port-de-Paix. Le conseil dominé par les militaires, composé de 5 hommes, a levé le couvre-feu mercredi, mais en a imposé un encore plus strict, plus tard dans la journée. Ils ont également interdit le départ de plusieurs anciens responsables, accusés d'atteinte aux droits humains. 8 mars 1986. Jean-Claude Duvalier, le président haïtien déchu, est arrivé aujourd'hui avec sa famille dans leur nouvelle résidence en exil, une villa de luxe isolée dans les collines, à l'intérieur de la Côte d'Azur. Des responsables locaux ont déclaré qu'une douzaine de personnes étaient arrivées à Grasse, à 27 km au sud-ouest de Nice, avec M. Duvalier après 6 heures de route depuis Talloires, dans les Alpes françaises. Ils vivront dans une villa louée, appartenant à un Hollandais. L'ancien dirigeant haïtien, 34 ans, était confiné à Talloires depuis sa fuite vers la France le 7 février, à bord d'un avion américain. Les Français ont initialement déclaré que M. Duvalier ne serait autorisé à rester qu'une semaine, car il cherchait un refuge permanent, mais aucune autre nation n'a accepté de le prendre. Les autorités de Grasse ont déclaré que M. Duvalier avait reçu une ordonnance limitant ses déplacements au département des Alpes-Maritimes, qui s'étend le long de la Côte d'Azur, de Cannes à la frontière italienne. 18 mars 1986. Le nouveau gouvernement d'Haïti a accusé la famille Duvalier de recevoir des millions de dollars par an, en surfacturant les Haïtiens pour les aliments de base, y compris les produits donnés par les États-Unis. Plus dramatiquement, dans un pays en proie à la famine, ont déclaré des responsables, la famille a mis en place un système de profit dans la vente de farine. Le ministre des Finances, Marcel Léger, a déclaré que pour chaque sac de farine produit par la seule minoterie du pays, qui appartient à l'État, $1 était envoyé au palais sans passer par le Trésor. Il a ajouté que l'usine produisait 2,5 millions de sacs par an, et que chaque sac de 1000 livres coûtait environ $25. Les responsables américains ont déclaré qu'ils soupçonnaient depuis longtemps qu'un pourcentage des produits, et de l'argent donné à Haïti depuis l'étranger, avait été détourné par le gouvernement de Duvalier. Mais cela semble être le premier exemple concret à émerger, depuis la fuite de Jean-Claude Duvalier en France, le 7 février. Près de la moitié de la farine moulue ici l'an dernier provenait du blé donné par les États-Unis. Des responsables haïtiens et étrangers ont déclaré que des systèmes similaires acheminaient vers le palais présidentiel de l'argent provenant d'autres entreprises publiques, notamment du ciment, du sucre et de l'huile de cuisson.
Un responsable a déclaré qu'une dîme de 50 centimes était envoyée au palais pour chaque sac de ciment. Les consommateurs ont payé la facture. En raison de ces pratiques et des taxes de vente élevées du gouvernement, les prix des articles de base largement utilisés par les pauvres sont depuis longtemps beaucoup plus élevés en Haïti qu'ailleurs dans les Caraïbes. Le coût de tous ces produits a été augmenté au détriment du consommateur, a déclaré Claude Lévy, chef de l'Association haïtienne des fabricants. Puis les bénéfices ont été siphonnés. L'une des premières mesures du nouveau gouvernement a été de baisser les prix de la farine, du sucre et de l'essence de 10 à 15% et de commencer à réorganiser les entreprises publiques. Le gouvernement a formé une commission de 7 membres pour enquêter sur la richesse de la famille Duvalier et de ses associés. Les membres de la commission n'ont pas été identifiés. Son rapport n'est pas attendu avant 2 à 3 mois, a déclaré M. Léger aux journalistes vendredi soir. Un responsable a déclaré que le gouvernement avait besoin de savoir comment l'argent était détourné, avant de pouvoir estimer la taille de la fortune, et tenter de geler les avoirs obtenus illégalement à l'étranger. Les responsables américains ont estimé la richesse de la famille Duvalier à 100 millions de dollars. D'autres estimations varient, entre 2 et 5 fois ce montant. Bien que les responsables haïtiens aient depuis longtemps une réputation de corruption, ce n'est que récemment qu'une image a commencé à émerger de la façon dont d'importantes sommes d'argent pourraient être obtenues par le palais présidentiel et transférées secrètement hors du pays. Le président de la Banque centrale a déclaré récemment que le président Duvalier avait accès à 2 comptes militaires à la banque, sur lesquels il pouvait retirer jusqu'à 1 million de dollars par mois, à dépenser à sa discrétion. La République dominicaine a déclaré ces derniers jours qu'elle avait versé à Duvalier 2 millions de dollars, il y a plusieurs mois, après qu'Haïti l'ait exigé pour recruter et transporter des milliers de travailleurs haïtiens, pour couper la canne, sur des champs appartenant au gouvernement dominicain. Les employés d'un fonds de pension et de sécurité sociale du gouvernement ont annoncé ce mois-ci qu'ils étaient tenus de contribuer des sommes importantes et variables au palais et aux œuvres de bienfaisance de la Première Dame, Michèle Duvalier. Un ancien responsable de l'Office de tourisme a déclaré que des contributions caritatives de 10 000 dollars par mois étaient exigées de son bureau. Les employés du nouveau gouvernement auraient examiné les états de paix de l'État et trouvé de nombreuses personnes qui figuraient sur la liste de paix de 2 ou 3 ministères, mais qui ne travaillaient dans aucun d'entre eux. Les diplomates étrangers ici disent qu'Haïti a agi beaucoup plus lentement que les Philippines, en essayant de trouver et de geler les avoirs de ses anciens dirigeants. Mais ils ont dit que la tâche était compliquée, par le fait que jusqu'en 1979, le gouvernement haïtien dirigeait la plupart de ses affaires, par le biais de comptes non budgétisés. Ce n'est que ces dernières années, sous la pression des donateurs étrangers et du Fonds monétaire international, que le gouvernement Duvalier a commencé à introduire des pratiques comptables et budgétaires plus conventionnelles, et celles-ci sont encore irrégulières. 26 mars 1986. Haïti a demandé l'extradition du Brésil, de l'ancien chef de la police de Port-au-Prince, le colonel Albert Pierre, qui a été accusé de meurtre, de torture et d'autres atteintes aux droits humains. Le colonel Pierre, qui a trouvé asile à l'ambassade du Brésil à Port-au-Prince, quelques jours après que le président Jean-Claude Duvalier a fui Haïti le 7 février, a reçu un sauf-conduit hors du pays, et a été envoyé par les autorités brésiliennes sur l'île de Fernando de Noronha, au large de la côte nord-est du Brésil. La décision du nouveau gouvernement haïtien d'autoriser le départ du colonel Pierre a provoqué de vives protestations à Port-au-Prince, et vendredi dernier un haut responsable haïtien est arrivé à Brasilia pour demander son extradition. Un porte-parole du ministère brésilien des Affaires étrangères a déclaré que puisque les deux pays n'ont pas de traité d'extradition, la demande ne deviendra officielle qu'après qu'Haïti aura fourni des documents promettant la réciprocité. Ceci était attendu sous peu, a-t-il dit. 9 mai 1986. Dans une salle d'audience exiguë et torride, le gouvernement provisoire a entamé le premier de ce qu'il dit être une série de procès criminels publics contre des fonctionnaires du gouvernement Duvalier déchu, qui sont accusés de torture, de meurtre et d'autres abus de pouvoir. Seuls quelques Haïtiens ordinaires ont pu se faufiler dans la petite salle d'audience. Mais le procès qui a commencé cette semaine, le premier d'un haut responsable en Haïti depuis au moins 3 décennies, est retransmis en direct à la télévision nationale. L'accusé, un colonel de l'armée,
est accusé d'avoir tué 4 personnes et en avoir blessé 5 autres, dans 2 incidents, à 18 mois d'intervalle. Il a plaidé non coupable. Une victime est décédée, après avoir été battue pendant 2 jours, dans un entrepôt de l'armée. Les autres étaient dans une foule dans une ville au sud de Port-au-Prince, appelant à la chute du président Jean-Claude Duvalier, une semaine avant qu'il ne fuit le pays. Les accusations pourraient entraîner une peine de 25 ans de prison. L'échec, jusqu'à présent, à poursuivre les responsables de la dynastie familiale, qui a terrorisé Haïti pendant près de 29 ans, a été l'une des principales plaintes contre le nouveau gouvernement du lieutenant-général Henri Namphy. Dans les heures qui ont immédiatement suivi le départ du président Duvalier, du pays le 7 février, des foules ont lynché plusieurs des policiers spéciaux, connus sous le nom de Tonton Macoute, et ont défilé dans les rues avec leurs corps brisés. Mais les foules n'ont pu attraper aucun des membres les plus notoires du gouvernement Duvalier. Cela s'explique en partie par le fait que de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement, ainsi que des dizaines de tontons macoutes moins importants, ont été placés en garde à vue par l'armée. Le gouvernement provisoire, dirigé par le général Namphy, est accusé d'être un prolongement du gouvernement Duvalier. Les Haïtiens ont été scandalisés lorsqu'ils ont appris que le gouvernement avait autorisé l'ancien chef de la police de Port-au-Prince, le colonel Albert Pierre, à s'éclipser du pays et à s'installer au Brésil. Lorsque la nouvelle s'est répandue, qu'un autre haut responsable de la sécurité, Luc Désir, tentait de quitter le pays, une foule l'a encerclé à l'aéroport et a forcé son arrestation. Le gouvernement tente maintenant d'extrader le colonel Pierre du Brésil. La cour martiale qui a débuté lundi est celle du colonel Samuel Jérémy, qui était membre de la garde présidentielle et aurait entretenu une relation particulièrement étroite avec M. Duvalier. Il a été arrêté il y a environ un mois, après que plusieurs plaintes déposées par des civils aient fait l'objet d'une enquête par les autorités militaires, a déclaré le ministre de la Justice François Latortue. M. Latortue a déclaré lundi dans une interview que le procès en cours qui devrait durer 2 semaines visait à indiquer clairement la détermination du gouvernement à répondre aux demandes du public et à poursuivre les responsables pour les crimes des années Duvalier. La justice les frappera. Il y a eu des accusations d'une sorte de dissimulation, a déclaré M. Latortue. Donc, cela prouve que nous ne dissimulons rien. Tous ceux qui ont commis des crimes doivent maintenant savoir que la justice les frappera. M. Latortue a déclaré que le ministère de la Justice avait reçu des centaines de plaintes contre d'anciens responsables de Duvalier, dans de nombreux cas, pour ce qu'il considérait comme des délits politiques. Il a dit qu'il y aurait un certain nombre de procès à Port-au-Prince dans les mois à venir. Il a déclaré que le ministère de la Justice travaillait sur des affaires contre plus de 20 assistants de Duvalier de haut rang dans la capitale, dont 2 anciens maires de Port-au-Prince et de la banlieue de Pétionville, où vivent de nombreux membres de la petite élite riche d'Haïti. Sous les Duvalier, les procès étaient rares, et les procès publics plus rares. Souvent, les personnes perçues comme une menace pour les Duvalier étaient détenues indéfiniment, sans jamais comparaître devant un magistrat. Des centaines, peut-être des milliers, sont morts dans les prisons de Duvalier, beaucoup après d'horribles tortures. Il n'y avait pratiquement personne en autorité à qui un Haïtien ordinaire pouvait se plaindre d'abus. Ainsi, les fonctionnaires et les tontons macoutes n'ont été ni interpellés ni réprimandés. Parfois, disent les Haïtiens, lorsqu'un fonctionnaire était considéré comme un embarras pour les Duvalier, il pouvait être puni en étant envoyé en exil à l'étranger. La cour martiale a été convoquée, dans l'arrière-salle du grand quartier général, de la police de Port-au-Prince, en face du palais présidentiel d'un blanc éclatant. Le ministre de la Justice a déclaré que la préfecture de police avait été choisie comme lieu de procès, pour la protection de l'accusé. Nous avons en Haïti aujourd'hui 2 sociétés, a-t-il déclaré. Dans une société, nous acceptons que chaque fois qu'il y a un crime, une personne doit être jugée conformément à la loi. Les autres ne le voient pas de cette façon. Certaines personnes disent qu'un tortionnaire devrait être tué. Si nous ne prenons pas de précautions, les victimes du tortionnaire pourraient se déchaîner et le tuer. Au début du procès, il y avait un grand sentiment que presque tout le monde essayait de trouver son chemin. Il n'y avait aucun signe d'huissier, et peu d'ordre ou de décorum. À l'avant de la salle, derrière une table sur une estrade surélevée, était assis un panel de 5 officiers.
4 en kaki, 1 en bleu. Environ 150 spectateurs, pour la plupart, des journalistes haïtiens, étaient assis sur des bancs et des chaises pliantes, ou se tenaient le long des murs, que quelqu'un avait fraîchement peints en rose, et au bord de la table des juges. Beaucoup se sont accroupis par terre devant les juges. Beaucoup étaient coincés dans les deux portes, avec des soldats portant des fusils et des casques en acier, avec des masques à gaz attachés à la taille. À une table à côté était assis le procureur, un officier de marine en blanc et son assistant, un officier de police en bleu. En face d'eux se trouvaient 2 avocats civils en robe noire, avec des mouchoirs blancs à la gorge, et l'accusé, le colonel Jérémy, un grand officier grisonnant dans un costume blanc éclatant, avec une cravate à motif de couleur crème. Il n'y avait pas de microphone. Et bien que la pièce ne soit pas grande, c'était difficile à entendre. Souvent, les spectateurs se levaient pour se pencher vers les haut-parleurs, faisant cliqueter et gratter les chaises et les bancs. Certains d'entre eux ont poussé les microphones des magnétophones vers le visage des orateurs. Les photographes se sont rapprochés avec leurs appareils photo. Lorsque le bruit devenait intenable, le président du tribunal, le colonel Éric Brunel-Lamour, de l'armée, secouait une cloche d'école en argent, pour se taire. À un moment donné, l'hérisson Alési, l'un des avocats du colonel Jérémy, a brièvement pris la parole. Depuis le 7 février, le vent de la démocratie souffle sur le pays. Et comme l'a dit le général Nanfi, c'est une véritable virée démocratique. A déclaré l'avocat de la défense. J'espère, a-t-il ajouté, que les vents de la démocratie ne soufflent pas dans une seule direction.